Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, volet sécuritaire, processus d'intégration économique ou encore mise en œuvre de la circulation des personnes. Autant de points qui seront abordés lors du 12e sommet de la zone CEMAC. Une rencontre qui se tiendra les 7 et 8 janvier à Libreville au Gabon. Le président sénégalais Macky Sall garde le cap de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les ministres avaient jusqu'au 31 décembre pour déclarer la totalité de leur patrimoine devant l'Office national de lutte contre la corruption et fraude. Et enfin, l'État camerounais compte émettre 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor et obligations de moyen terme en 2015. Nous verrons d'ailleurs que ce pays d'Afrique centrale mise sur une croissance de 6,3% de son produit intérieur brut cette année. La CEMAC souhaite mutualiser les efforts face à l'insécurité dans la région. Le 12e sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale échangera notamment sur cette question sécuritaire. La convertibilité du franc CFA et la circulation des biens s'inviteront également dans le débat, comme nous l'explique Birama Saounera. Un 12e sommet décisif pour la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Les chefs d'État membres de la CEMAC se réunissent mercredi à Libreville, au Gabon. Objectif, échanger sur la situation politique et sécuritaire au sein de cette partie du continent africain. Pour certains observateurs, l'accent devrait être mis sur une mutualisation des efforts afin de faire face à l'insécurité dans la région. Que ce soit une action concertée. Et je crois que pour se concerter sur le plan stratégique, ils n'ont pas besoin d'aller se réunir pour faire de grands discours. Il suffit qu'ils aient une vision, qu'ils aient des idées, qu'ils se communiquent ces idées par les voies diplomatiques et qu'ils en discutent. De manière que lorsqu'ils sont ensemble et prennent des résolutions, ces résolutions trouvent un écho à l'intérieur et que chacun puisse les mettre en œuvre. Au-delà du volet sécuritaire, l'un des dossiers importants attendus sur la table des dirigeants de la sous-région est relatif à la convertibilité du franc CFA entre les pays de la CEMAC et ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Au total, ce sommet sera l'occasion de faire le point sur le processus d'intégration économique au sein de l'organisation sous-régionale, la CEMAC. Comment on peut réaliser l'intégration économique de l'Afrique si les économies africaines sont singulièrement extraverties? Nous sommes dans une entité ici qu'on appelle la CEMAC, qui est une entité avec extension dans ce qu'on appelle la CEAC, mais chacun de nos pays dépend individuellement d'un certain nombre d'accords avec les mêmes partenaires extérieurs sans aucun rapport entre eux. Au cours de ce sommet, la CEMAC devra également aborder d'autres dossiers importants. Parmi eux, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la circulation des personnes et des biens. Certains pays de l'organisation continuent d'exiger le visa pour les ressortissants de la CEMAC. Nouvel attentat dans le nord du Mali. Une position de l'armée malienne a été attaquée ce lundi par un groupe armé à Nampala, au sud de Tombouctou. Le bilan fait état de 8 victimes et remet sur la table la question de l'efficacité des moyens mis en œuvre pour sécuriser la région. La guerre contre le terrorisme n'est pas encore gagnée, comme nous le montre Ibrahim Ndiaye. Nouvel attentat dans le nord du Mali. Une position de l'armée malienne a subi une attaque ce lundi par un groupe armé à Nampala, au sud de Tombouctou, près de la frontière avec la Mauritanie. L'attaque aurait fait 8 victimes et aurait été revendiquée par le groupe AQMI. Nampala se situe à peu près à 100 km de Djabali, qui est un camp militaire. Normalement, la sécurité de Nampala relève du camp militaire de Djabali. Donc, c'est des factions qui montent la garde sous forme de rotation. Donc, il n'y a pas un camp à proprement parler à Nampala. Donc, c'est des factions qui montent tout juste pour assurer la sécurité. Donc, c'est cette faction qui a été attaquée par des groupes armés. Donc, pour le moment, le bilan est très mitigé. Officiellement, le gouvernement malien ne donne pas un nombre officiel de morts, mais selon des informations recueillies auprès de certaines populations, on parle entre 5 et 8 morts. L'attaque est revendiquée, en tout cas selon nos informations, par le groupe AQMI. Cette nouvelle attaque soulève la question de l'efficacité des moyens mis en œuvre pour sécuriser la région. Elle risque également d'avoir des conséquences sur les négociations d'Alger. À la veille des prochaines négociations à Alger, normalement qui doivent commencer le 20, donc peut-être que AQMI aussi veut se faire entendre, parce que AQMI n'est pas autour de la table de négociation parce qu'elle n'est pas fréquentable.
Donc AQMI n'est pas autour de table de négociation à Alger. Et voyant que Alger tire vers sa fin, peut-être ils veulent se faire entendre. Et AQMI aussi à ses alliés, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. AQMI a comme allié en Sardine, AQMI a comme allié le Moudjaou. Il y a une autre dissidence en Sardine qui vient de se créer, Mourabitoun, donc qui est aussi une autre branche proche d'AQMI. Donc aujourd'hui, voyant que l'accord va se faire sans eux, donc par des voies détournées, ils veulent se faire entendre. Et cela démontre aussi un peu l'inefficacité de la sécurité, en tout cas dans cette partie qui a été toujours attaquée. Toutes les rébellions ont attaqué cette partie. Donc moi je pense qu'il y a non seulement une certaine négligence, mais aussi que ce soit la force Barkhane et même la force MINUSMA, personne ne couvre cette zone. Cette zone est entre seulement les mains de l'armée malienne. Le gouvernement malien a ouvert à Alger le 1er septembre des négociations avec les mouvements politico-militaires du Nord. Ces pourparlers ont abouti à un document intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». La reprise des négociations est prévue pour le 20 janvier 2015 à Alger, en Algérie. L'ultimatum pour la déclaration de patrimoine des ministres sénégalais a expiré depuis le 31 décembre. Aujourd'hui, tous ceux qui ont manqué à cette obligation sont exposés à des sanctions allant à une ponction de 25% de leur salaire au limogeage. Dès son arrivée au pouvoir en mars 2012, le président sénégalais Macky Sall avait promis de lutter contre l'enrichissement illicite des politiques. Guébanido. Y a-t-il des réticences dans la déclaration de patrimoine au Sénégal? Le processus de déclaration de biens a été instauré par décret présidentiel le 4 septembre 2014, avec un délai d'application de 90 jours. Un mois après son expiration, des ministres, députés ou directeurs généraux tardent toujours à se conformer à cette obligation républicaine. Une attitude que la société civile qualifie de résistance. On a assisté à une forme de résistance. Cette résistance renseigne sur l'ancrage de nos sociétés, pas seulement sénégalaises, probablement dans d'autres pays africains. Le président devrait prendre ses responsabilités. Ceux qui ont refusé, ils se sont opposés à la mise en œuvre de sa propre politique, devraient éviter leurs responsabilités. Et il doit siffler la fin de la récréation de manière ferme. Aujourd'hui, tous les responsables n'ayant pas déclaré leurs biens s'exposent à des sanctions si l'on se réfère au dernier délai du 31 décembre fixé par le chef de l'État Macky Sall le mois dernier. Et selon les dispositions de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC, les sanctions vont du limogeage à la perte de certains avantages en fonction du statut de la personne mise en cause. Selon le porte-parole du gouvernement, les ministres ont encore le temps pour s'acquitter de cette obligation. Il se trouve que les dates sur lesquelles se fondent les uns et les autres sont des dates qui relèvent de la confusion. Quand la loi a été votée et promulguée le 2 avril 2014, le décret d'application de cette loi est daté du 12 novembre 2014. Et c'est ce décret qui prévoyait le formulaire de déclaration de patrimoine. Si on fait le décompte pour les 3 mois, on est quand même loin de la date d'expiration du délai de déclaration des ministres, en tout cas en fonction au moment de la mise en œuvre de la loi. La création en 2014 de l'OFNAC rentre dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le président Macky Sall. Parmi les déclarations auxquelles sont soumises les hauts fonctionnaires de l'État figure aussi le montant des dettes contractées, les biens meubles comme les comptes bancaires, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés ainsi que les objets de valeur supérieure ou égale à 50 millions de francs CFA. Le Cameroun prévoit de lever 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor et obligations de moyen terme en 2015. Il s'agit de financer des projets d'infrastructure pour accompagner le développement du pays. Ce plan traduit la bonne santé de l'économie camerounaise et s'inscrit dans la droite ligne du plan d'urgence annoncé par le président Paul Biya en décembre 2014. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Le Cameroun mise sur le développement des infrastructures pour soutenir la croissance de son économie. De nombreux projets sont en cours et le gouvernement ne cesse d'annoncer de nouveaux chantiers. La dernière annonce en date, la levée prochaine de 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor et obligations de moyen terme en 2015 pour financer des projets d'infrastructure. Impérativement, le développement passe inexorablement par la mobilisation de l'épargne, qu'il s'agisse de l'épargne nationale ou internationale. Alors le fait que le ministre des Finances ait annoncé la volonté du gouvernement de mobiliser cette somme pour le développement des infrastructures atteste donc de la volonté du gouvernement effectivement de développer notre pays par des infrastructures, mais également de ce que la signature du Cameroun
continue à inspirer de la confiance aux financiers de par le monde, qu'il s'agisse des épargnants nationaux ou bien de l'épargne internationale. Le budget 2015 a été arrêté à 3 746 milliards de francs CFA, en hausse de 13% par rapport à celui de 2014. Pour cette année, le cap du développement des infrastructures sera maintenu. Dans ce projet de faire du Cameroun un Cameroun émergent, il y a effectivement la question des infrastructures qui se pose, qui permettrait effectivement dans un certain nombre de domaines de mettre le pays à niveau et que donc lancer une levée de fonds. D'autant qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, les taux sont extraordinairement bas des emprunts qui sont faits sur les marchés tant régionaux qu'internationaux. C'est une bonne chose pour le Cameroun. Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité des politiques de développement des infrastructures entamées depuis quelques années. En guise d'illustration, 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2010 et 80 milliards en 2013. Les 150 milliards issus de l'empreinte obligataire 2014 serviront prioritairement à la construction d'infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Un mot de sport à présent avec une question. Où en sont les préparatifs de la CAN de football 2015 ? Selon le comité d'organisation de la Guinée équatoriale, pays organisateur, tout sera fin prêt pour la compétition. Il a cependant annoncé ne pas pouvoir financer le transport de 15 des équipes qualifiées. Écoutons à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Je pense déjà qu'il faut savoir que cette CAN n'est pas comme les autres. C'est une édition à sauver, donc il y aura forcément les choses inhabituelles. Si la Guinée qui a repris l'organisation qui est levée ne peut pas assurer quelque chose de moins contraignant et moins déterminant, parce que s'il n'y a pas de terrain de foot, on ne joue pas au foot, mais si la Guinée ne paye pas pour le transport, quelqu'un d'autre peut payer. Ça veut dire simplement que la CAF doit faire une croix sur les bénéfices habituels et savoir les diminuer. C'est comme une entreprise qui est dans la tourmente et ne gagne pas autant d'argent que d'habitude. Donc là, je crois que c'est une analyse que j'en fais. Si habituellement le pays organisateur assure les transports internes, ce qui est d'ailleurs une petite surprise parce que moi on m'a toujours dit que c'était l'avion de la CAF, on n'a jamais dit que c'était l'avion du Ghana ou l'avion du Japon ou l'avion de l'Afrique du Sud. Donc, si tel était le cas, c'est une gratuité qui serait payante. Donc, la CAF devrait assumer cela. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.